bonjour à tous. Écoutez, je tenais aussi à remercier les organisateurs et le Conseil scientifique d'avoir porté les troubles du neurodéveloppement comme cadre de réflexion et j'espère de plus en plus d'action. Merci donc à Dominique Fiard de m'avoir invité à animer cette table ronde. Merci à Madame Pinault et à Monsieur Cespedes d'avoir organisé la table ronde. Nous avons finalement tous les 6 à apporter des éléments de réponse à la question qu'a posée l'ARS en introduction de ce colloque. Quel changement de fonctionnement des établissements? Quelles évolutions des pratiques des professionnels impliqués dans le soin et l'accompagnement pour répondre, on l'a vu, à la complexité du fonctionnement des personnes, ces personnes qui ont un ou très souvent plusieurs troubles du neurodéveloppement. Et parce que cette complexité correspond finalement à la vraie vie, hein, à des vraies personnes, nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas la craindre. Elle doit nous pousser tous, professionnels du soin, de l'accompagnement, personnes et familles, à nous former, à être créatifs, à mieux coopérer, et c'est donc de coopération dont nous allons tous parler, en essayant chacun de là où nous parlons, de pouvoir dégager les leviers et les freins de cette coopération entre acteurs, des secteurs sanitaires, médico-social, éducatifs, personnes et familles, donc coopération absolument nécessaire, et de dégager les conditions d'une bonne coopération. Donc les interventions seront courtes, une dizaine de minutes chacune. Je crois qu'on n'aura pas de temps d'échange, c'est ça ? Ou on aura un temps d'échange? Je ne sais pas, j'ai entendu dire qu'on verra. Ok. Donc on a choisi de démarrer par Monsieur Brilouet, qui est donc membre du bureau de l'UNAFAM 79. On a choisi de commencer avec vous parce que prendre en compte le savoir expérientiel de la personne et de sa famille, ses souhaits, ses besoins, est essentiel. On le dit souvent, mais voilà, donc ça nous intéresse d'avoir votre avis sur la question. Merci. Alors pour les familles, lors de nos accueils, l'UNAFAM note toujours ce sentiment de désarroi. Quand peu à peu ce jeune se renferme, s'isole, décroche au niveau scolaire, a des comportements bizarres, mais la famille ne sait plus quoi faire en fait. Alors elle vient vers nous quand un psychiatre nous le prescrit. Nous proposons souvent de l'écoute, alors un espace pour cette famille, comment dirais-je, être entendue, un espace d'entraide. Alors on offre un groupe de parole où là ensemble, eh bien, elles s'entraident, elles se donnent des outils pour faire face au quotidien et on sent après ce groupe de parole des familles qui repartent apaisées. On donne de l'information, on donne des formations. Alors on a monté ces derniers jours à l'hôpital de Niort 3 jours de formation centrés sur les aidants pour que les familles évitent de s'épuiser en fait. Alors un parcours, une formation pour les aidants pour mettre à distance la maladie, il ne faut pas se laisser envahir, mais en même temps les familles ont des compétences et extraire, repérer ces compétences que la maladie au quotidien leur a appris. C'est savoir-faire, c'est savoir-être. Développer un réseau pour qu'ils se soutiennent, pour demander de l'aide, se mettre en capacité de demander de l'aide quand l'épuisement pointe son nez. Toujours dans cette idée de cette formation d'aller vers l'autonomie du proche. Dans nos accueils, souvent, et encore la semaine dernière, et ça devient insupportable, le psychiatre n'a pas reçu la maman parce que le fils était majeur. Ça devient insupportable. Et nous souhaitons que l'UNAFAM prescrive comme elle prescrit les médicaments. On souhaiterait que les psychiatres prescrivent les médicaments, prescrivent l'éducation thérapeutique du patient, prescrivent la remédiation cognitive comme on a, mais prescrivent aussi l'association d'usagers. Là, c'est l'UNAFAM, ça peut être Argos, voilà. Parce que ça favorise l'alliance thérapeutique.
Enfin, c'est nous, c'est notre point de vue. Alors ça, c'est une formation centrée sur les aidants. Après, on fait une formation faite par les soignants et on remercie le docteur Fiard d'avoir aidé à monter sur Niort la formation pour famille. Alors plutôt là, c'est plutôt un transfert de connaissances, les dysfonctionnements cérébraux, mais surtout pour nous, les familles, c'est apprendre des habiletés de communication avec notre proche. Comment mettre à distance nos émotions, ne pas faire de la surcharge émotionnelle, ne pas faire de la surcharge de l'anxiété, leur communiquer avec ce proche qui nous est étrange à des moments pour après faire du renforcement positif. Alors c'est une formation sur 2 ans qui est exigeante, c'est sûr. La première année c'est 14 semaines et après la deuxième année c'est une rencontre tous les mois. Tout ça favorise cette alliance thérapeutique et ça peut qu'aider les psychiatres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors ça, c'est pour les familles. Alors pour les proches, nous, on souhaite que leur parcours dans la cité soit le plus fluide possible, qu'on évite, pour permettre d'éviter les ruptures de parcours. On peut penser à un nouveau métier, un coordonnateur de parcours de soins ou de vie, qui pourrait faire le lien entre tous les acteurs du sanitaire, du médico-social et du social. Alors, déjà, dans la cité, on a déjà les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, c'est des espaces de convivialité où les gens qui viennent sortent de leur isolement et participent de l'accès à leur autonomie. On a aussi, alors là, ça nécessite un accompagnement social, on a aussi les différents dispositifs d'hébergement, les familles gouvernantes, les résidences d'accueil, là aussi, avec les accompagnatrices sociales que j'ai vues dans la salle ce matin. Ça participe du soin aussi pour nous. L'accompagnement médicalisé, c'est le SAMSA, on en souhaiterait un peu plus sur le département pour soigner hors de l'hôpital. On a des dispositifs d'insertion professionnelle, c'est Espoir pour l'UDAF, et on vient de monter sur place, sur les Deux-Sèvres, un ESAT de transition pour aller vers le milieu ordinaire, qui commence à monter en puissance sur Niort et après sur Bressuire, de l'ADPI. Ça participe du soin, ça également. Alors, c'est l'émergence des médiateurs santé-père. Adrien Cordéon, qui est venu à notre assemblée annuelle l'autre jour, ça nous donne de l'espoir. Et son action permet auprès de nos proches de les rendre acteurs de leur parcours de rétablissement. Ça, c'est très positif. Alors, ce travail ensemble, on pourra le trouver peut-être au comité local de santé mentale, dont l'adjoint au maire de Niort a parlé en introduction du colloque. On pense que là, on pourra réunir tous les acteurs, qui travaillent en périphérie de nos proches. Et puis, on peut citer les semaines d'information sur la santé mentale, qui maintenant fédèrent nombre d'acteurs, la CAF, la MSA, le REHAB, l'UDAF, pour sensibiliser auprès du grand public les problèmes de santé mentale. Alors l'année prochaine, la thématique portera sur les discriminations. Vaste sujet. Parce que nous, on pense que une société bienveillante soigne. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà. Merci. Donc, on n'a pas eu le temps de répéter cette table ronde, donc on a tous nos petits papiers. Mais vous m'avez dit dans nos échanges que finalement la place de la famille était souvent difficile, oui, et que du coup vous aviez recours à ces formations prospects et pro-famille pour essayer de rechercher des espaces d'apaisement, oui, finalement. Moi je voulais revenir vers ce que Jean-Xavier a évoqué hier en disant que finalement il fallait pour les professionnels du soin, peut-être plus que pour les autres, aller vers une représentation de la trajectoire développementale de l'enfant, de l'ado et de l'adulte, qui pourrait être restituée à la famille, à la personne, sous la forme d'une narration compréhensible, d'un récit qui soit le plus proche de son expérience. Est-ce que ça, en soi, ce ne serait pas apaisant ? Si, ça serait étayant pour notre proche.
La famille est un pilier du rétablissement, et Adrien Cordero, le médiateur santé père, l'évoquait l'autre jour. Bon, mais ma famille m'a mis dehors, j'ai fait les pires bêtises, mais pour autant, la famille reste un pilier de mon rétablissement. Alors quand on peut aider à ce que la famille participe de l'étayage au quotidien, et ça peut que favoriser l'alliance thérapeutique. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va enchaîner avec Monsieur Alain de Gors. Vous êtes directeur du pôle domicile de l'APF SAVS SAMSA CESAD. Et vous allez, je crois, planter le décor des enjeux du décloisonnement des pratiques. C'est ça. Donc pour commencer, je voudrais remercier l'ADAPEI 79 de m'accueillir, de nous accueillir. ADAPEI que je respecte beaucoup, pour y avoir quand même travaillé plusieurs décennies. Donc je m'appelle effectivement Alain de Gors, et aujourd'hui je suis directeur du pôle domicile APF France Handicap, 16 17 79 86. APF France Handicap ne se nomme plus Association des paralysés de France, mais bien APF France Handicap. Le terme APF n'est plus un acronyme, mais bien le rappel de l'acronyme. Ce changement de nom marque cette volonté qu'a l'association nationale de s'inscrire pleinement dans les évolutions actuelles et aussi de s'ouvrir à tout type de handicap. Et d'ores et déjà, on est au cœur de la problématique. Le pôle domicile que je dirige regroupe donc des services domicile, CESAD, SAVS, SAMSA, répartis sur les 4 départements de l'ex-région de Poitou-Charentes. Ces services accompagnent une file active annuelle d'environ 320 personnes, enfants, adolescents, adultes, en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés. Il s'agit là du libellé de nos agréments. Avec ou sans troubles associés, ça veut dire plein de choses. Troubles psychiques, autisme, troubles 10, etc., etc. En fait, les personnes que nous accompagnons sont victimes d'accidents de la vie, de paralysie cérébrale, de maladies neurodégénératives, parfois très graves, etc. Ces personnes sont accompagnées par une équipe de 70 professionnels aux métiers très variés et dont la pluridisciplinarité très large constitue une richesse réelle. Le pôle s'est construit avec le temps. Les services qui le composent se sont ajoutés les uns aux autres au fur et à mesure du temps et des départs de leurs directeurs d'ailleurs. Excusez-moi. Très vite, je me suis aperçu que ces services, pourtant très similaires, avaient affaire à 4 MDPH, 4 CDPH au fonctionnement différent, évoluaient dans un contexte territorial variable d'un département à l'autre, qui avaient des attentes différentes en fonction des départements, que ces services étaient de tailles différentes, des rythmes de travail différents, les uns souhaitant aller vite, quand les autres souhaitent prendre le temps du recul. Des services qui ont aussi une histoire différente. Par ailleurs, chaque service a su développer son propre processus d'accompagnement, garanti par des protocoles et des procédures, fluidifiés par des démarches d'amélioration continue relativement au point. Les modalités, les outils, les supports de co-construction de projets personnalisés sont au point. Ils ont fait leurs preuves et donnent satisfaction. Les résultats des enquêtes de satisfaction, d'ailleurs, en sont les témoins. Mais ces protocoles sont bien différents d'un service à l'autre. Enfin, comme nous l'avons probablement tous fait, je pense, chaque service a cherché à valoriser les vertus de la conjugaison des regards croisés par des professionnels aux métiers variés, et aussi à développer l'idée que l'équipe de travail est le siège de cette interdisciplinarité que l'on retrouve dans les réunions de service, dans les réunions de projets personnalisés, les temps d'analyse des pratiques, etc.
Cet ensemble d'éléments a permis à chaque service de construire son identité propre et à se forger sa propre culture. Du coup, le pôle devient une entité faite de diversité, de convergence, de divergence, de compétences, de ressources et de projets. Une richesse. Donc, la problématique est pour nous la suivante. Sur la base du célèbre proverbe désormais « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin », comment permettre à chaque professionnel et à chaque service ou à chaque équipe l'accès à une logique polaire, c'est-à-dire d'harmonisation de pratiques, harmonisation par opposition à standardisation, mais une harmonisation respectueuse des rythmes, des singularités, des cultures et de la diversité. De détermination d'objectifs vers lesquels chaque service peut converger à son rythme, d'écoute de son environnement pour plus de proactivité chaque fois que nécessaire, d'appartenance au pôle pour plus de poids et de reconnaissance, de solidarité entre services, chacun devant être ressource pour l'autre. C'est sur quoi notre pôle aujourd'hui travaille ardemment. Or, nous sommes en train de passer d'une logique de place à une logique de parcours. Nous sommes entrés dans l'ère de la RAPT, de l'appui à la performance, des pôles ressources, des PCPE, des plateformes et des dispositifs, de la file active, de la non-rupture et de la continuité des parcours, de la dématérialisation, etc., etc., etc. En fait, tout nous incite à la construction de consortiums, de plateformes, interstructures, interassociatives, et à apporter des réponses de façon collective et complémentaire aux appels à projets. Autant de réalités concrètes, mais aussi de philosophies nouvelles, auxquelles, personnellement, j'adhère pleinement. Mais ces évolutions percutent les habitudes de travail et les protocoles que les équipes ont mis soigneusement au point. Pourquoi modifier des pratiques qui ont fait leurs preuves? Donc la problématique polaire dont j'ai parlé tout à l'heure me semble proche de cette nouvelle problématique et dépasse largement le pôle. Celle-ci repose sur les questions suivantes. Comment accompagner des professionnels dans l'idée que l'équipe n'est plus la seule entité à laquelle ils appartiennent, mais qu'ils vont être amenés de façon progressive à s'inscrire dans plusieurs équipes, parfois éphémères, qui se constitueront, voire se déconstitueront, au gré des besoins et des réponses à apporter. Et parfois, à coordonner ces équipes. Comment permettre aux professionnels d'élargir l'interdisciplinarité dont on leur a tant parlé et qu'ils se sont bien appropriés à un périmètre qui dépasse celui de l'équipe, du service ou de l'établissement? C'est bien plus que du partenariat. Aussi, pour ne pas subir et ne pas se contenter de s'adapter, je suis convaincu qu'il convient d'accompagner les équipes, qu'il est nécessaire d'accompagner ces équipes pour une dynamique volontariste et proactive d'appropriation de ces évolutions et de leur permettre d'être au fait des évolutions, surtout d'y mettre du sens pour construire les services de demain. C'est ce à quoi le pôle domicile APF France Handicap va développer à partir de cette fin d'année. Voilà, je vous remercie. Donc sur le comment, le suspense reste entier. Ah ben je peux apporter des éléments de réponse, mais je préférais mettre en valeur les enjeux, en fait. Finalement, on est un peu dans une double logique, hein, où il se crée, je pense, tous les mois, un nouveau dispositif. On sait pourtant que ça crée de la difficulté in fine, puisqu'on crée des dispositifs qui sont censés coordonner, mais qu'il faut finalement coordonner entre eux. Et je crois que nos ARS aujourd'hui sont bien embêtées parce qu'elles sont en recherche de réponses plus systémiques et plus collectives en territoire. Et donc, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de penser de proposer, voilà, et de penser les solutions. Alors, Madame Fournier, vous êtes directrice de la masse du Fief Joly.
et administratrice du GCSMS Synergie. Et vous allez nous raconter comment finalement vous avez poussé et profité du changement d'organisation au bénéfice du parcours de la personne. Bonjour. Donc je vais évoquer la constitution du groupement de coopération sociale et médico-sociale Synergie pour l'accueil spécialisé des Deux-Sèvres, en Deux-Sèvres, comme un exemple de coopération institutionnelle dans le champ médico-social. Ce groupement de coopération sociale et médico-sociale a été constitué entre la maison d'accueil spécialisée publique du Fief-Joly et la DAPI 79. Et c'est un partenariat donc public, privé, associatif. Alors pour rappel, je dirais que ce dispositif de groupement de coopération sociale et médico-sociale est issu de la loi 2002, de l'intégration dans la loi de l'article 312.7 du Code de l'action sociale et des familles, dédié à la coopération, et du décret d'application publié en 2006. C'est alors, à ce moment-là, considéré comme un enjeu majeur de recomposition du médico-social. Alors, l'objectif de cette coopération, donc de la MAS du Fief-Joly et de la DAPI 79, ça a déjà été évoqué par Madame Lefebvre, la présidente de la MAS du Fief-Joly, hier en ouverture du colloque. Mais je rappellerai malgré tout que l'objectif de cette coopération, l'objectif majeur, c'est d'associer les ressources des membres pour apporter conjointement et dans la complémentarité une réponse coordonnée aux situations rencontrées sur le territoire et améliorer ainsi le parcours d'accompagnement des personnes avec handicap sévère. Alors on peut se demander pourquoi un portage juridique pour une telle coopération, alors qu'en fait, ça ne pourrait être qu'une association de fait. Alors d'abord, c'est un groupement de droit privé à but non lucratif, constitué en personnalité morale. Et je dirais que le portage juridique, il est pour assurer et rassurer. Assurer un fonctionnement fiable, prenant appui sur des documents fondateurs étayés, conventions constitutives, protocoles, règlements intérieurs, présentant une bonne lisibilité, reconnue par tous et en premier lieu par les autorités administratives. Et il s'agit également de rassurer l'ensemble des acteurs institutionnels, familles, professionnels, en adoptant un discours clair, transparent et qui n'élude aucune question. Alors, je dirais qu'il y a aussi des obstacles à une telle démarche de coopération. L'un des obstacles, c'est une culture institutionnelle forte, ancrée en premier lieu dans une pratique du soin et non pas surtout du prendre soin, une pratique quelquefois assez peu interrogée et peut-être avec une vision globale de la personne qui ne prend pas en compte suffisamment la dimension psycho-affective qui génère une ouverture sur d'autres champs d'investigation. Un autre obstacle peut être une spécialisation qui s'accentue, un environnement qui se pacifie pour les professionnels et le corollaire, un langage conceptuel insuffisamment partagé qui entrave la perméabilité du propos. Et peut-être aussi le sentiment de l'un des partenaires d'être inféodé à l'autre à partir d'éléments motivés ou supposés, voire imaginaires. Alors l'antidote à de tels freins et les leviers à actionner. Alors je vous dirais que moi je n'ai pas trouvé de recette, je suis une lectrice assidue pourtant de Marmiton, mais je n'ai rien trouvé. Alors cependant, quoi faire? Poursuivre le soutien au décloisonnement du sanitaire et du médico-social et recevoir la parole de nos partenaires, experts cliniques et techniques, du CH de Niort notamment, comme un atout et la chance d'une acculturation des accompagnants, d'un développement de leurs compétences
autour d'une question centrale: quel sens je donne à mon action? À quoi je sers? Et à quoi sert ce que je fais? Faire en sorte que le message délivré soit didactique et intelligible. En tant que moteur et guide de nos équipes, montrer notre volonté de manager, d'accepter d'apprendre de l'autre, sans réticence et sans préjugés. Également, continuer de favoriser les rencontres entre les professionnels des différentes institutions et mettre de la transversalité dans l'organisation, à tous les étages et à chaque étape. Consentir à l'expression d'un doute, d'une remarque, d'un questionnement, comme l'opportunité d'une évolution, d'une avancée, d'une amélioration graduée. Et aussi, affirmer notre avis, de partager nos connaissances. Alors, de l'idée de coopération à la mise en œuvre. La coopération est affaire de personnes. Ce n'est pas seulement la formalisation d'un accord et de belles signatures calligraphiées au bas d'une page. Dans un environnement virtuel tel que celui que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas non plus l'affichage de bonnes intentions sans aucune réalité de terrain. Il s'agit bien de mettre en acte une décision émanant de la réflexion des acteurs, dans l'objectif d'apporter la meilleure réponse possible aux besoins des personnes vulnérables accueillies sur le territoire. Alors, un établissement, c'est aussi un groupe social. Alors moi, je dirais que nous devons aller à la recherche des valeurs du groupe social. Les fondements éthiques de notre société sont quelque peu malmenés aujourd'hui. Alors faisons preuve d'humilité, abandonnons notre quant à soi et nos principes d'un autre âge, empreints de compétition et de concurrence, et je vous assure que j'ai connu ça, et ces principes qui nous entraînent dans une posture en spirale, stérile et aliénante. Adoptons de nouveaux paradigmes et au-delà de l'incitation des politiques publiques pour une rationalisation des moyens, développons des stratégies d'alliance dans la sincérité, l'authenticité qui donnent sens à nos pratiques, pour une co-construction qui valorise la confiance et le partage, adossée à l'idée d'écoute et de respect. En conclusion, pour nous, managers, faisons du travailler ensemble une alternative à l'isolement des professionnels et à une certaine forme de protectionnisme. Faisons du travailler ensemble un engagement dans des partenariats durables pour que l'ouverture à l'autre ne soit plus envisagée comme une intrusion ou une menace pour une certaine conception de l'indépendance. Alain Ehrenberg, dans Le culte de la performance et dans La société du malaise, nous alerte sur l'individualisme dominant, le défaut de lien dans notre monde contemporain et sur la fragilisation qu'il induit chez les individus. Favorisons alors la liberté d'expression à tout niveau, une fluidité de la parole et œuvrons en continu pour que chacun participe au projet collectif. Les projets conduits par l'ADAPI 79 et la MAS du Fief-Joly, soutenus par notre autorité de tarification qu'est l'ARS, sont un exemple d'ouverture du champ des possibles dans le médico-social. Nous en sommes les artisans et nous avons désormais la capacité d'être garants de leur pérennité. Merci. Merci beaucoup de ce partage. On a envie de dire là que les leviers s'effacent presque totalement. Pardon, les freins s'effacent presque totalement devant le côté enthousiasmant des leviers. Il faudra que vous nous disiez si dans la durée, la dynamique que vous êtes en train d'installer perdure et s'amplifie à d'autres. Et c'est vrai que vous nous avez partagé de magnifiques principes qui, je l'espère, donnent envie à tous de s'engager dans la coopération qui, c'est vrai, est une affaire d'hommes
et demande à s'affranchir de finalement beaucoup de choses pour accueillir la compétence de l'autre. Vous n'avez pas parlé d'empathie, mais c'est vrai que l'empathie, c'est réciproque. C'est, je crois, quelque chose d'essentiel. C'est comment on arrive à accueillir la compétence de l'autre quand on est soi-même persuadé d'avoir la juste vision, la juste solution. Voilà. Donc merci beaucoup. On va quitter l'univers impitoyable de l'adulte pour aller vers le secteur de l'enfance. Et c'est donc Mathieu Landreau qui va poursuivre. Et vous êtes chef de service donc, du Centre d'éducation et de soins pour enfants polyhandicapés et d'un CESAD à Parthenay. Et vous vouliez nous partager une expérience que vous conduisez et que vous avez appelée un premier pas vers l'inclusion. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Oui, donc nous, on a choisi de faire le témoignage d'une expérience qui est menée au CESEP depuis 5 ans à peu près. Donc voilà, au CESEP, on accueille des enfants, 19 enfants, adolescents et jeunes adultes, âgés de 5 à 23 ans, donc en situation de polyhandicap. Et parmi les soins et les activités proposées, chaque groupe de vie a un temps hebdomadaire dans une école et aussi au lycée de Parthenay. Donc voilà, le film que vous allez regarder, il s'agit en fait d'extraits d'un film réalisé par Alban Talbinski, qui est aide-soignant au CESEP, et nous l'avons diffusé lors du colloque Groupe Polyhandicap France à La Rochelle, qui a eu lieu en mai dernier, sur le thème de l'inclusion. Si vous souhaitez voir la totalité du film, il est disponible sur YouTube. Il s'appelle « Dessine-moi un fauteuil ». Voilà. Catherine Lafoy, je suis directrice du CESEP Les Acacias à Parthenay. On peut se rendre compte que oui, c'est possible que des enfants porteurs d'un polyhandicap soient attendus dans une classe ou dans un établissement. Que oui, c'est possible que des liens se créent entre les enfants, qu'il y ait une complicité qui s'installe. Oui, c'est possible que des enseignants acceptent de modifier leur projet de classe pour intégrer des enfants différents, souvent soutenus par des parents d'élèves qui cautionnent à fond ce projet. Certes, ce n'est pas toujours évident de mettre en place de telles activités partagées, mais on voit bien que grâce au dynamisme et à la motivation des professionnels, eh bien, tout est possible. Yael Lester, je travaille à l'école de Pompère, Louis Canis, et j'ai des CP-CE1. J'entends beaucoup de choses, les enfants m'en parlent régulièrement. Si jamais les enfants ne viennent pas une semaine, voilà, pour une raison ou une autre, ils sont extrêmement déçus. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est le retour, moi, que j'en ai des parents. C'est plutôt les parents qui m'en parlent. Ils me disent c'est très important, les enfants du CESEP. Certains enfants étaient un petit peu apeurés quand même. Mais ça s'est vraiment estompé. Il faut savoir que dans ma classe, il y a les CE1 qui, eux, ont déjà participé à ce projet l'an dernier. Donc eux, ils sont sur une deuxième année. On les sent beaucoup plus libérés. Et finalement, ils aident les CP à être plus à l'aise cette année, eux qui viennent juste d'intégrer le projet. Je m'appelle Sophie Vigne, je suis enseignante à Jacques Prévert à Parthenay depuis plusieurs années déjà. Au début, c'est compliqué, ils ont des appréhensions. Bon, sur Parthenay, c'est quand même une ville où le handicap est déjà connu, mais là, c'est des jeunes enfants, donc c'est plus compliqué, l'appréhension est quand même là. Et en fait, après, quand ils y vont, au bout d'une ou deux séances, ça se passe toujours très très bien. Et ce qui est bien chez les enfants, c'est qu'ils n'ont pas de retenue, donc ils sont très naturels, ils posent des questions. Et après, le contact se fait très facilement. Le point positif, c'est des enfants qui sont plus tolérants, je pense, les uns envers les autres. C'est-à-dire que là, c'est encore une différence. Et la différence, elle est abordée. Et puis, on vit avec la différence. Et donc, c'est vraiment c'est très riche comme apport. Maintenant, au CESEP, ce que nous avons encore à faire, c'est encore un long chemin pour continuer à développer des projets d'inclusion dans toutes les structures du droit commun dans lesquelles on peut retrouver des enfants, de pérenniser déjà ce qui est mis en place, parce que voilà, nous avons une réelle volonté de bien nous inscrire dans ce virage inclusif au bénéfice des enfants polyhandicapés.
Voilà quelques précisions sur l'organisation de ces temps. En fait, chaque groupe passe à peu près, ça représente 1 heure à peu près de séance sur place, mais il faut quand même compter tout le temps avant et après. Au total, c'est plutôt une demi-journée. Voilà, il faut compter bien sûr les temps de transfert, de change, de transport. Le groupe aussi participe à des temps festifs de l'établissement scolaire, donc les fêtes des écoles notamment. Et l'activité est encadrée par l'équipe du CESEP dans une salle adjacente à la classe, avec un groupe, enfin une partie des élèves de la classe. Au lycée, par contre, ça c'est un peu plus récent. Au lycée, ce sont les lycéens eux-mêmes qui sont en formation Bac Pro ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne. Et ce sont eux qui animent la séance, en présence des professionnels du CESEP, bien sûr, et de leurs professeurs. Voilà, et puis pour vraiment être très complet, en fin d'année, les enfants des écoles et les jeunes du lycée passent également une journée au CESEP. Ça permet aussi à ces jeunes et à ces enfants de se rendre compte aussi de l'environnement et des jeunes des Acacias. Voilà, donc au niveau des retours d'expérience, du côté des enfants du CESEP et de leur famille, c'est vrai que ce qui revient souvent dans le discours des familles, c'est que le fait d'avoir accès à un dispositif comme ça de droit commun, c'est très important pour les parents, parce que leur enfant va dans un lieu où habituellement il est exclu. Il s'agit en fait d'une expérience où ce qui importe, c'est pas vraiment ce qui différencie leur enfant des autres, mais ce plutôt en quoi il est semblable, c'est-à-dire une personne capable d'interaction, de communication, capable de suivre une comptine, de se concentrer, etc. Donc voilà, ces compétences bien sûr sont sollicitées au sein du CESEP, mais elles prennent vraiment un autre sens pour les familles à l'école. Voilà, pour les enfants eux-mêmes, étant donné qu'ils adoptent un mode de relation et de perception axé essentiellement sur l'aspect sensoriel, eh bien, ces expériences les ouvrent au monde, elles sont vraiment complémentaires de ce qu'on peut proposer au centre. Les stimulations des enfants, eh bien, elles sont complémentaires de la stimulation relationnelle proposée par les adultes. Voilà, parce qu'il faut savoir que les enfants qu'on accompagne, eh bien, interagissent peu entre eux du fait de leur polyhandicap. Donc voilà, le fait d'avoir des interactions d'autres enfants, eh bien, c'est vraiment, vraiment riche. Et on remarque des comportements vraiment différents. C'est-à-dire qu'on accompagne notamment une enfant qui peut adopter des attitudes assez d'apathie, de repli. Ça, c'est lié évidemment à son syndrome. Dans ce contexte, eh bien, ce monde très éveillé du début à la fin. Donc, c'est vraiment une expérience qui soutient leur capacité d'attention, d'adaptation. Et puis pour certains, ça travaille aussi le fait de moins appréhender le changement, les agitations, le bruit. Voilà, donc ce qu'on a observé aussi, c'est qu'au niveau des enfants et des jeunes, les enseignants des établissements scolaires, eh bien, voilà, c'est dit dans les extraits, mais les enfants apprennent à communiquer autrement, ils apprennent à s'adapter, les enfants ont rapidement cette capacité de passer de la découverte du handicap à la rencontre d'un autre enfant. Et voilà, ils côtoient la différence et au lieu de développer de la méfiance et de la peur, ils peuvent en parler, dédramatiser le handicap. C'est vrai que nous, on considère que c'est un petit peu des petits ambassadeurs du CESEP et du polyhandicap. Voilà, ce sont des enfants qui vivent avec et qui développent donc des compétences en termes de tolérance, d'ouverture. Et au lycée, ça va un petit peu plus loin puisqu'il s'agit d'une mise en pratique de leur formation professionnelle. Et voilà, certains le disent eux-mêmes, qu'au début, c'est pas forcément évident. Il y a l'appréhension liée au handicap parce que forcément, il faut développer d'autres compétences en termes de communication. Mais peu à peu, vraiment, ils y trouvent vraiment un intérêt et c'est vraiment très riche. Après, je suis aussi allé du côté des professionnels du CESEP, bien sûr. Mais c'est vrai que ce qui revient systématiquement, c'est que c'est vraiment valorisant pour les équipes de travailler avec d'autres partenaires, c'est dynamisant. Et puis ce qui revient souvent aussi, c'est que ça met l'accent sur une autre mission, c'est celle d'expliquer, d'être les porte-parole des enfants avec un polyhandicap. Et cette sensibilisation à la différence leur tient vraiment à cœur. Et ça enrichit en plus les observations des capacités et possibilités des enfants dans un autre contexte que celui de l'établissement. Voilà, donc nous, c'est vrai que les apports sont vraiment très positifs. Actuellement, en fait,
on en est la dimension transversale, en fait, elle concerne essentiellement la construction du projet. C'est-à-dire, bon, c'était une initiative des membres de l'équipe du CESEP qui est allée à la rencontre d'enseignants susceptibles d'être intéressés par la démarche. Donc là, ils ont vraiment fait fonctionner leur réseau personnel. Ça partait vraiment d'une volonté, d'un dynamisme individuel. La première initiative, donc, elle date d'il y a 5 ans, avec l'école de Jacques Prévert. Il y a eu ensuite l'école de Pompère et enfin le lycée depuis 2 ans. Donc voilà, c'est quelque chose maintenant qui est devenu en fait une habitude. Ça fait vraiment partie intégrante des projets des enfants. Et donc il a fallu organiser ces séances, se rencontrer, signer des conventions parfois. Et donc de leur côté, les enseignants, ils ont mis à disposition des locaux, un créneau horaire. Ils ont fait valider aussi leur projet par leur hiérarchie, ainsi qu'aux familles, parce qu'ils ont présenté ce projet au conseil d'école, par exemple. Donc voilà, actuellement, l'enseignant n'intervient pas auprès des enfants. Et donc, pour nous, il s'agit plus d'une séance de CESEP hors les murs. Donc voilà, on souhaiterait évidemment qu'il y ait aller plus loin, qu'il y ait d'autres étapes qui soient franchies, que l'enseignant et l'équipe éducative co-animent cette séance. Nous, on n'a pas d'enseignants au CESEP, donc leur formation, leur apport serait vraiment complémentaire, notamment dans le soutien aux apprentissages. Donc voilà, ça a été possible à partir d'une volonté, d'une initiative individuelle, où les agents de terrain ont la possibilité de se rencontrer, de se retrouver autour d'un projet. Donc là, passer à une dimension plus généralisée nécessiterait des échanges, des accords avec l'éducation nationale et le secteur médico-social. Ça nécessiterait évidemment une mise en commun, une ouverture réciproque, que ce type de démarche fasse aussi sens pour chaque partie. Donc voilà, dans le champ du polyhandicap, tout est vraiment inventé dans ce domaine. Et à ce jour, ce qu'on observe aussi, c'est que l'école comporte... il y a beaucoup de bruit, de stimulation, et à ce stade, c'est pas forcément toujours adapté, pour tous les enfants du CESEP. Certains sont très sensibles au niveau sensoriel pour vivre pleinement ces temps. Donc la question sera aussi de trouver des pistes pour intégrer, adapter l'environnement scolaire aux besoins d'un enfant porteur d'un polyhandicap pour que l'accompagnement transversal lui soit vraiment bénéfique. Donc voilà, sous quel dispositif il existe bien sûr des dispositifs, mais plutôt dans le champ de la déficience intellectuelle, on en parlera après, mais peut-être que ça pourrait nous inspirer aussi dans le champ du polyhandicap. Et puis ce qui émerge actuellement, c'est des nouvelles demandes des familles vis-à-vis du CESEP, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles pratiques qui s'inscrivent davantage dans un accompagnement transversal, notamment les jeunes enfants qui arrivent. Quand ils arrivent, ils sont souvent accueillis déjà dans différents lieux où ils ont déjà différents accompagnements, que ce soit la crèche, l'éducateur à domicile, psychomote ou kiné en libéral, l'école maternelle. Il y a des temps qui sont maintenus aussi à domicile. Donc souvent, les enfants qui arrivent jamais une semaine complète. Ils commencent souvent par une journée ou deux et on trouve vraiment que ça est bénéfique. Donc, par contre, ce qu'on observe, c'est qu'à partir de 6 ans, souvent, là, une fois qu'ils ont plus l'âge pour être en maternelle, il y a vraiment une rupture de ces parcours d'inclusion. Et voilà, ce qui est possible entre, je dirais, 4 et 6 ans devient vraiment un parcours du combattant ensuite, bien qu'on essaye quand même de favoriser ce type de parcours, notamment en étant en lien avec les enseignants référents. Voilà, donc demain, on est convaincu que le CESEP devra se mettre de plus en plus en réseau pour chercher une cohérence dans l'accompagnement. C'est vraiment pour nous une opportunité pour développer de nouvelles compétences en termes de coopération, de collaboration, d'échange de pratiques, accepter aussi de ne plus être les seuls spécialistes, entre guillemets, de l'accompagnement et de voir quelles prestations pourraient être complémentaires et pertinentes de celles proposées par les familles et d'autres partenaires. Et puis peut-être aussi développer un accompagnement sur les lieux de vie de l'enfant et non plus seulement dans l'institution. Donc pourquoi pas dégager du temps pour pouvoir aller à l'école, à domicile. Donc là, ça veut dire une réorganisation complète du service. Et donc voilà, pour conclure, c'est vrai que dans le champ du polyhandicap, on remarque bien qu'il y ait beaucoup de bonne volonté, mais tout est encore à construire actuellement, et notamment avec l'école élémentaire. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a choisi volontairement finalement la situation la plus difficile d'inclusion scolaire, en tous les cas dans les représentations
que peuvent en avoir à la fois les enseignants, à la fois je pense les professionnels de l'accompagnement, et on sent votre volonté d'y arriver, de pousser, avec plein d'aspects, plein de bénéfices finalement, à la fois pour les enfants, pour les parents, pour l'équipe éducative. On sent que c'est encore un peu asymétrique, hein, on en a discuté ensemble. C'est vrai que l'enseignante, évidemment, elle accueille l'expérience, elle a envie que ça fonctionne aussi, mais elle est passive. Enfin, c'est pas elle qui anime la séquence. Et donc, c'est vrai qu'on pourra considérer que ce sera encore mieux quand l'enseignante prendra part aussi à l'animation de la séquence. En tous les cas, bravo. Et puis, il y a sans doute effectivement des idées à trouver encore et des vocations à susciter. Bon, l'éducation nationale, je crois qu'on le partage à chaque colloque. Ça fait malheureusement des années que ça dure, mais c'est le public des enseignants est extrêmement difficile à mobiliser sur ces questions. Donc ça progresse, mais c'est lent. Donc on va passer à Madame Fasanino. Vous êtes enseignante en unité d'enseignement externalisé, en coopération avec l'ADAPI 79. Vous avez accompagné donc l'inclusion de jeunes en milieu scolaire ordinaire, en passant d'un temps partiel à un temps complet. Alors racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est passé et puis ce que ça a généré à la fois pour les jeunes et à la fois pour les professionnels. Alors, bonjour. L'unité d'enseignement externalisé, donc, elle a été créée en septembre 2016 au sein de l'école de Pompère. Donc au départ, les jeunes qui étaient âgés de 7 à 10 ans étaient présents 12 heures par semaine. Et les 12 heures, c'était 12 heures de scolaire. Le reste du temps, ils le passaient à l'IME où ils étaient accompagnés dans les soins éducatifs et paramédicaux. Donc petit à petit, le temps sur l'école a augmenté pour arriver à la rentrée 2019 à un temps complet sur le site de l'école. Donc ça s'est fait de par la législation qui évolue en faveur de l'inclusion et aussi de la volonté de l'établissement et de certains parents d'avoir plus d'inclusion. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, les soins éducatifs et les soins paramédicaux se font sur l'école par l'intervention du CESAD-DI et donc les enfants ne vont plus à l'IME. Donc le temps de scolarisation reste inchangé, c'est-à-dire qu'ils ont toujours 12 heures de scolaire, soit les 4 matinées, et le reste de la semaine est assuré donc, par 2 éducatrices CESAD. Donc actuellement, il y a 8 jeunes qui sont donc à l'U2E, âgés de 9 à 12 ans. Donc au niveau encadrement, il y a un demi-poste d'enseignant, donc 12 heures par semaine moi-même, et un demi-poste d'éducatrice et un psychologue orthophoniste et psychomotricienne qui viennent en fonction des besoins et des projets des jeunes, donc les intervenants du CESAD. Donc alors c'est tout récent cette inclusion totale, donc on n'a pas beaucoup de recul pour mesurer tous les bénéfices et les difficultés auxquels nous devrons remédier. Mais ce qui apparaît depuis le début de l'année, c'est que pour les jeunes, cette inclusion donc totale au sein de l'établissement scolaire, c'est une source d'interaction entre pairs. Donc les jeunes montrent vraiment du plaisir à venir à l'école. Cela valorise également leur estime de soi, qui est propice aux apprentissages. Ils peuvent également participer aux activités prévues sur la journée. Quand toute l'école fait des activités sur la journée, ils avaient avant de la frustration puisqu'ils étaient là que le matin et ils devaient partir avant que l'activité soit terminée. Là, au jour d'aujourd'hui, ils peuvent faire la journée complète. Par exemple, pour la semaine du goût, il a été fait des ateliers le matin avec l'enseignant, ateliers culinaires, et ils ont pu participer à la dégustation l'après-midi, avec donc accompagné cette fois-ci de l'éducatrice, mais au moins ils ont pu aller au bout. Donc il y a quand même une continuité. Et les enfants sont moins frustrés donc, de partir trop tôt, et donc c'est beaucoup mieux pour eux. Il y a aussi une continuité dans les activités faites par rapport aux activités faites le matin. Donc, par exemple, vendredi prochain, on ira à un spectacle, donc c'est sur le temps de la matinée avec 2 classes. Sauf que donc moi à midi je ne suis plus là et si j'attends le lundi pour reprendre le spectacle avec eux,
il y a de la perdition. Le week-end est passé, ils ont oublié plusieurs choses. Donc là, l'éducatrice va pouvoir reprendre avec eux dès l'après-midi ce qui s'est passé pendant le spectacle et travailler avec eux, ce qui fait qu'il y a vraiment une continuité. De la même manière, au niveau des apprentissages scolaires, le fait que l'éducatrice soit là avec le même groupe l'après-midi, donc ça permet de reprendre des activités que moi je fais en scolaire avec eux, comme l'heure, la monnaie, même de la lecture, ou encore le conseil de délégués auquel les enfants font partie, donc de pouvoir reprendre ça avec eux. Pour les parents, certains parents donc, nous ont fait part de leur satisfaction de savoir aussi que leur enfant était dans l'école comme n'importe quel enfant, donc toute la journée, tout en continuant à bénéficier des soins. Il a fallu quand même toutefois qu'on fasse plusieurs réunions avec les familles, donc où était présente l'équipe CESA, de la direction et moi-même, pour les rassurer et pour les accompagner dans ce changement, parce que c'était quand même quelque chose qui pouvait faire peur. Pour l'école, alors là je parlerai plus de l'école de Pompère, puisqu'on n'est que depuis très peu de temps sur Châtillon, mais il y a eu quand même des points positifs aussi pour l'école, puisque moi j'ai pu voir des collègues demander conseil à des éducatrices ou avoir des questions à poser au niveau du personnel paramédical concernant des enfants de l'ordinaire. Une petite difficulté rencontrée, un comportement un peu particulier, une petite question posée, une aide apportée, donc toujours bénéfique. J'ai en tête un enfant donc, qui était en maternelle, qui était très très agité, qui avait beaucoup de mal à rester posé, à se concentrer, et donc l'éducatrice lui a parlé des coussins lestants, et lui en a même prêté un qu'elle a pu tester avec l'enfant et se rendre compte qu'en effet le fait d'avoir un coussin lesté sur les jambes le calmait, lui permettait de rester plus concentré dans son activité. Donc c'était un échange qui était très positif. Pour nous, au sein même donc, de l'U2E, donc l'unité de lieu encourage la coopération et la mise en place de projets. Donc ça facilite aussi la communication entre nous. Et le partage d'outils, comme les mêmes pictogrammes, le même matériel, les mêmes supports. Donc il y a plus de cohérence à ce niveau-là. Toutefois, chacun reste dans son champ disciplinaire, même si des activités communes peuvent être mises en place plus facilement. Au sein de l'école, les observations sont aussi plus riches, puisque le jeune se retrouve à la fois dans l'espace classe, donc dans un environnement sécurisant, ritualisé, mais aussi dans la cour ou à la cantine avec leur père, où là l'environnement est beaucoup plus imprévisible et donc plus proche de l'environnement social. On peut alors voir là les réactions des jeunes dans ces deux espaces et observer la mise en pratique des apprentissages qui ont été vus au sein de la classe. Donc parfois, un jeune peut révéler des savoirs donc, dans un cadre plus libre et d'autres le feront plus dans le milieu classe. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une vision plus globale du jeune dans différents milieux. On a quand même rencontré et on rencontre toujours quelques difficultés auxquelles on essaye donc de remédier. Donc c'est le temps d'adaptation, donc de la part que ce soit des éducatrices ou moi-même, donc pour se comprendre, parler le même langage, parce que même si nous avons une base de règles communes, l'école ne fonctionne pas comme un IME. Donc il a fallu que chacun apprenne à se connaître. Il trouve sa place, mais tout en restant à sa place, dans son domaine professionnel. Donc il nous a fallu apprendre à travailler ensemble, tout en respectant l'espace de l'autre. De plus, il nous faut du temps aussi pour partager nos outils, notre manière de travailler, de comprendre un petit peu les objectifs que chacun a dans sa discipline et de pouvoir créer des outils communs avec ça et pour permettre d'être au plus près des besoins du jeune. Et la troisième chose sur laquelle je conclurai, c'est que tout cela n'est possible que par la volonté en fait, des acteurs, des différents acteurs. C'est-à-dire qu'il faut quand même un investissement de chaque personne, que ce soit au sein du CESAD, que ce soit dans l'école, pour que les savoirs de chacun soient bénéfiques au dispositif et donc aux jeunes. Je vous remercie. Oui, vous avez dit que chacun devait trouver sa place tout en restant à sa place. C'est vrai que c'est sans doute une belle synthèse. On n'a pas du tout parlé de comment se conduisait l'évaluation fonctionnelle multidimensionnelle, mais c'est quand même bien aussi dans cette démarche que
que la coopération peut s'opérer, peut s'incarner. Et Jean-Xavier disait hier qu'il y avait un vrai besoin de croiser les points de vue pour cerner les besoins dimensionnels de la personne, les points de vue des cliniciens, des parents, des professionnels de l'accompagnement, en disant aussi qu'on n'interrogeait sans doute pas assez le point de vue de l'enseignant. Alors est-ce que vous estimez que vous avez justement votre pleine place, ou peut-être même trop de place, je ne sais pas. Non, je pense qu'on a tous en fait notre place et que c'est vrai que c'est riche. Les éducatrices, pour ce qu'elles ont pu m'en dire aussi, que c'était très riche pour elles de travailler dans le milieu enseignant. Ça leur donnait une autre vision aussi des choses. Donc je pense que l'enseignant y a sa place, mais les éducateurs aussi, les paramédicaux aussi, et qu'il faut qu'on trouve une manière de fonctionner en laissant de la liberté à chacun, tout en gardant la sienne. Voilà, c'est l'équation à résoudre. Je voulais vous partager, on me dit 5 minutes, vous dire quelques mots sur le projet que je porte, qui s'appelle START. Alors encore un nouvel acronyme. START, c'est Service territorial d'accès à des ressources transdisciplinaires. J'étais super contente d'entendre ce matin M. Plouet évoquer la transdisciplinarité. C'est vrai qu'on a mis dans ce projet beaucoup de ce qu'on avait, je pense, collectivement compris de ces situations de personnes qui présentent un ou plusieurs troubles du neurodéveloppement et où la coopération n'est plus une option, hein, mais une véritable obligation. Alors c'est de fait un projet multipartenarial qui est porté donc par une filière de santé et d'efficience dans laquelle je travaille, qui n'est constituée que de professionnels de soins hospitaliers, et un certain nombre de partenaires, donc associations de familles, de malades, fédérations de professionnels. J'ai quelques slides, je vais quand même, bien que le temps manque, est-ce que ça va marcher? Non, il n'y a plus rien là. Je vous laisse mettre la première dia, et puis je récupère le petit truc. Donc un projet qui est porté donc, par l'UNAPI, on a vu Luc Gâteau hier matin, l'ANECAMSP, donc la Fédération nationale des CAMSP, l'Alliance Maladies Rares, le collectif DI, et puis les 2 grosses fédérations employeuses, donc FEAP et NEXEM. En fait, on s'est demandé comment, dans le champ des troubles du neurodéveloppement, parce qu'on a vu que c'était un périmètre qui faisait vraiment sens, est-ce qu'on pouvait à la fois améliorer la compétence de chacun et à la fois permettre à tous ces acteurs de mieux coopérer, avec un seul objectif, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs d'un territoire donné de co-construire le projet individualisé d'une personne présentant donc un ou plusieurs troubles du neurodéveloppement, en tenant compte des souhaits de la personne, de ses compétences et de ses besoins et de ses fragilités et de ses besoins de soutien. Donc on a réussi, je pense, en transdisciplinarité. J'ai aimé la définition, l'illustration que donnait M. Plouet ce matin. C'est quoi la transdisciplinarité? C'est se donner l'autorisation d'interpeller son voisin et d'apprendre aussi de la compétence de l'autre. Donc on a réussi, avec l'apport d'un comité pédagogique qui a réuni une 40aine de personnes issues du soin, de l'accompagnement, du secteur associatif, des OPCO, de la HAS, à élaborer une sorte de concentré générique ou universel des TND, des différentes facettes du soin et de l'accompagnement. Et on est arrivé à élaborer 8 modules. Alors Vincent Desportes, qui est le conseiller scientifique du projet, qui est neuropédiatre à Lyon, en parlerait mieux que moi. Mais donc on a un premier module qui reprend ce que sont les TND, pourquoi ce périmètre est nécessaire à considérer la personne dans sa globalité, mais on a fait du chemin là, à l'occasion de ce colloque. Un module sur le repérage et l'intervention précoce,
Un module évidemment sur l'importance de l'évaluation multidimensionnelle pour identifier les compétences et les fragilités de la personne. Un module sur la communication, ses principes, ses outils. Un module sur les principes d'acquisition et d'apprentissage, en abordant évidemment aussi l'accès aux soins somatiques, les comportements problèmes, et puis la nécessaire coopération, coordination des acteurs au bénéfice du parcours de la personne. Donc START, aujourd'hui, c'est 2 fois 2 jours de formation croisée en territoire. Je n'ai pas dit quelque chose d'important, c'est que c'est une expérimentation qui est financée par la CNSA et qui est expérimentée dans 2 régions, donc l'ARS Île-de-France et l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui financent aussi l'expérimentation. Et ces sessions, donc de 2 fois 2 jours, réunissent à chaque fois une vingtaine de professionnels, donc en transdisciplinarité. Vous avez toutes les disciplines, voilà, vous avez des éducateurs, des chefs de service, des orthophonistes, des psychomotes, des médecins, voilà, qui entendent la même chose au même moment. Donc qui partagent ces clés de lecture, ces principes d'intervention. Parce qu'on considère qu'un des facteurs clés de succès de cette coopération, c'est vous l'avez très bien dit, Madame Fournier, c'est de partager un espèce de langage commun. L'idée, c'est de se comprendre. Et pour interpeller l'autre, on a besoin d'oser y aller. Il faut qu'un éducateur ose poser une question à un médecin, et réciproquement. Il n'y a pas de raison. L'ARS Île-de-France, les 2 ARS qui ont beaucoup participé à l'élaboration de ce projet, ont dit mais il faut que les acteurs comprennent que l'appel à un ami doit être illimité. Voilà, donc c'est vrai que quand on partage des situations qui sont difficiles, il ne faut pas se sentir seul, il faut vraiment y aller ensemble. Et je crois qu'ici, de ce que j'en comprends, ça fonctionne plutôt déjà très bien. Et donc ce socle commun de connaissances, il est diffusé par 22 formateurs qu'on a recrutés, qui diffusent à chaque fois 2 modules en binôme. Et ces formateurs, ce sont des professionnels qu'on a voulu pair, c'est-à-dire ce ne sont pas des formateurs de métier, ce sont des formateurs qui connaissent le quotidien des personnes qu'ils forment. Et voilà, on essaye de cette manière-là de rendre le système plus répondant aux besoins des personnes. On a parlé d'efficacité quelque part, hein, mais on veut aussi parler d'équité. Parce que finalement, comment ne pas apporter des réponses suffisantes à des enfants qui présentent tous un trouble du neurodéveloppement. Et donc on est très humble dans notre démarche, mais aussi très déterminé. Ce qu'on souhaite amorcer, en fait, hein, on est sur un processus qui est certainement long, mais on aimerait réussir à créer des communautés de pratiques professionnelles en territoire. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on appelle une communauté de pratique? Eh bien, c'est le sociologue suisse Wenger qui en parle et qui l'a défini. Hein, c'est une communauté délimitée par 3 dimensions interdépendantes: engagement mutuel, entreprise commune et répertoire partagé. Et puis plus récemment, il a dit que c'était un groupe de personnes qui partagent la passion de ce qu'ils savent, de comment faire, et qui interviennent régulièrement afin d'apprendre comment faire mieux. Voilà, donc écoutez, peut-être que ce projet arrivera en ARS Nouvelle-Aquitaine.